C'est bon? Vous êtes connecté? Ben, le code ne va pas changer, donc vous pouvez même le notifier sur vos PC ou bien sur un bout de papier. Comme ça, si vous le ratez la connexion ou que votre connexion échappe ou vous fermez accidentellement votre page, vous pouvez toujours le réactualiser. Donc, je commencerai par une première question. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, juste d'écrire. Il ne faut pas s'inquiéter de la qualité du français. D'accord? Donc, vous écrivez, l'essentiel, c'est que vous faites transmettre le message. Vous pouvez chercher également de l'aide, soit en parlant avec votre camarade, soit carrément en cherchant l'information de la manière dont vous avez l'habitude de la faire. D'accord? L'essentiel, comprendre qu'est-ce que ça veut dire santé publique. D'accord? Donc, pour ceux et celles qui viennent d'arriver, vous avez à entrer meti.com et enregistrer le code qui s'affiche en haut. Donc, il est toujours ici. Donc, on a déjà 28 réponses. Donc, bien sûr, les autres, ils peuvent toujours participer. Le principe du nuage de mots, c'est que là où vous avez cité le mot plus fréquemment, il sera plus grand. D'accord? Et bien sûr, les extrémités également, ils sont mentionnés de manière moins grande, voire carrément difficile à lire. Donc, on va voir les réponses. Donc, ici, comme vous le voyez, vous avez chacun de vous, il voit la santé publique de son œil. Il y en a, la majorité d'entre vous, qui parlent population, qui parlent statistique, hôpital, prévention, maladie. Donc, bien sûr, tout cela est très intéressant. Je sais pourquoi vous êtes en train de rire, c'est toujours le cas. Donc, il ne faut pas se soucier. Vous êtes encore jeune, c'est tout à fait naturel d'écrire quelque chose qui fait plaisir. D'accord? Mais rappelez-vous, tout est contrôlé. Allez. Donc, ça, c'est ce que vous avez produit. C'est votre œuvre d'art. D'accord? Chaque promotion, il a son propre œuvre d'art. Et chaque fois que je fais cet exercice, le résultat, il est différent. D'ailleurs, pour le groupe 2, certainement, le résultat, il sera différent. Je vais vous envoyer les images, d'accord? Et vous allez pouvoir comparer. D'accord? Mais, parfait. Donc, maintenant, je vais vous demander de raisonner un petit peu sur la différence entre raisonnement médical et raisonnement santé publique. Sachant qu'il y a deux photos qui pourraient vous inspirer. Donc ici, on ne vous demande pas d'écrire, on vous demande juste de raisonner, d'accord? De penser, de réfléchir, de dire quelle est vraiment la différence entre être un médecin santé publique ou être un médecin avec un raisonnement médical et avoir un raisonnement plutôt santé publique. Est-ce que c'est le même médecin qui peut faire les deux ou bien chacun, il est dans son propre globe? Donc pour répondre à cette question, c'est pour cette raison-là qu'on va faire ce cours. D'accord? Mais rappelez-vous des images. Maintenant, je vais essayer de voir lequel d'entre vous il est le plus rapide, mais également qui donne des bonnes réponses. Chacun, il a un émoticon. Ça ne veut pas dire qu'il est attribué au hasard, donc ne vous fiez pas aux émoticons que vous avez. C'est bon? On commence? Allez. Donc, ça tourne autour de 135. Donc, voilà. Donc, la question, il va s'afficher. Il est déjà affiché. Et vous pouvez répondre. Je cache la réponse.
faut vraiment faire vite, le temps s'écoule. Alors, donc c'est une bonne réponse. D'accord? Un patient qui consulte, car il a de la fièvre, et le médecin, il va le diagnostiquer. C'est un individu face à un praticien. Donc, c'est une logique de individuelle. Donc, c'est plutôt le raisonnement médical. Vous allez apprendre à fur et à mesure, d'ailleurs même en première année, comment raisonner de manière médicale. D'accord? Donc, face à des symptômes, vous allez prendre des décisions pour soulager soit la douleur, soit carrément les problèmes de santé dont votre patient, il en souffre. Alors, je passe à la deuxième question. Bon, ça, c'est juste pour voir qui a répondu le plus rapidement possible. Le classement, il va changer. Alors, on se prépare pour la deuxième. Un service de santé compte combien de personnes dans une ville qui ont le diabète? D'accord? Donc, un service de santé, imaginez ministère de la Santé, il veut savoir combien de personnes ils ont le diabète dans une ville donnée. Donc, ce raisonnement, il correspond à quoi? D'accord? Donc, ici, on ne soigne pas une personne, un diabétique. D'accord? Même si vous êtes endocrinologue, vous allez soigner combien de personnes par jour? Vous voyez? Par contre, un ministère de la Santé, s'il prend en charge un programme de lutte contre le diabète, combien il vient cibler de personnes? Donc, c'est ça la différence, et on va continuer. Donc, toujours, celui qui était le DSK. Alors, on continue. Il faut le détrôner. On passe. Quand un médecin choisit un médicament pour un patient, il s'appuie sur des études qui ont comparé ce médicament à d'autres. Donc, ces études, est-ce qu'il va appeler son camarade de classe pour lui demander qu'est-ce qu'il va faire? Ou bien il va revenir vers des guidelines, des documents officiels, d'accord? Et donc, en fin de compte, c'est là où la santé publique intervient, c'est-à-dire les règlements, la réglementation, d'accord? On continue. Alors, maintenant, on a un changement de position. On passe maintenant à une autre question. Et là, carrément, une question directe. Donc, effectivement, c'est la bonne réponse. Donc, vous avez en fin de compte que la santé publique, il s'intéresse aussi bien aux personnes saines que malades. Alors que le médecin en général, clinicien, dans son cabinet, il s'attend plutôt à des patients malades. Donc, voyez, donc ici, il y aura carrément des cours que le professeur Swan va faire avec vous en termes de prévention initiale, prévention ordinaire, secondaire, tertiaire, tout le mode de vie sain, d'accord? Et tout ce qui est en lien avec la promotion de la santé, tous ces éléments, en fin de compte, ciblent la personne avant de tomber malade. Il va vous expliquer l'histoire naturelle de la maladie, d'accord? Et donc, tout cela, vous allez pouvoir le voir pour bien comprendre que la santé publique, c'est déjà la santé des citoyens. Et quand on a une santé dans la société, on est sûr et certain que le produit brut, intérieur brut, il va s'améliorer, les investissements, ils vont s'améliorer, la qualité de vie des citoyens, il va s'améliorer, et c'est pour cette raison-là que, en tant qu'individu, on ne peut pas avoir tous ces avantages. Alors, je continue maintenant. Donc, ici, il y a également un nouveau qui prend la place des anciens. On continue. La dernière question maintenant, parce qu'on ne va pas continuer à jouer indéfiniment. Alors, dans une enquête, on découvre que 20% des étudiants dorment moins de 5 heures par nuit. Donc, j'ai essayé d'utiliser des mots qui sont adaptés à votre compréhension. On n'a pas utilisé des mots médicaux parce que vous êtes en première année, vous n'avez pas encore toute la terminologie médicale qu'on utilise. Et donc, c'est pour cette raison-là, j'ai essayé de vous faire passer le message, d'accord, pour bien comprendre la différence. D'accord? Donc, l'essentiel que vous avez bien cité d'ailleurs, si je reviens carrément à, voilà, ici. Quel était le mot qui était présent?
D'accord? Donc la santé publique est cible la société, la population. D'accord? La médecine classique cible quoi? L'individu. En tant que praticien, je vais faire mon mieux pour mon patient devienne en meilleure santé. Quand vous êtes en santé publique, votre raisonnement, c'est que la population générale soit en bonne santé. Est-ce que toute la population générale peut être en bonne santé? C'est pour cette raison-là qu'on introduit les statistiques. On parle de pourcentage à atteindre. Quand je veux faire une vaccination, c'était l'image qui était affichée là-bas, c'était un programme de vaccination carrément contre le Covid, à l'époque du Covid, si vous vous rappelez. Et donc, on essayait de vacciner le maximum possible de personnes. Sachant que la règle en santé publique, c'était si on atteint 95% de l'ensemble de la population qui serait vaccinée, on a atteint une couverture vaccinale très acceptable. Donc, on ne cible pas les 100%. D'accord? Pourquoi? Premièrement, parce qu'il y a une couverture qui va casser la transmission de la maladie ou bien de l'épidémie. Et deuxième chose, c'est une question de coût. On va voir ici cette notion également de coût rapidement, avec trois notions principaux à garder en tête. Et enfin, en quatrième année maintenant, vous allez voir tout un élément de module qui s'appelle économie de la santé. Donc, puisque on est arrivé ici, je vais laisser ça comme ça, et on va passer. Donc déjà, on va voir qui a réussi. Voilà. Donc, on va revenir à ça par la suite. Alors maintenant, vous avez le lien. Ce lien, il est affiché ici. Vous avez vu, éléments de module. Donc, objectif de la séance introductive. Vous pouvez les voir. Et voilà. Donc, la logique du raisonnement médical par rapport au raisonnement de santé publique, on vient de discuter. Les principes de l'économie de la santé, on va voir ces principes. Et on va commencer à parler de manière générale des biostats. Dans cette partie également, il y a déjà la séance introductive en mentionnant les dates. C'est la date d'aujourd'hui même. Puis, on a le lien interactif. Ce lien, c'est ce que vous devez normalement cliquer. Donc, si vous cliquez sur ça, vous pouvez avoir toute l'information dans la fenêtre affichée, mais vous pouvez également aller cliquer sur le lien en haut, toujours c'est le cas sur Canvas, où vous pouvez avoir accès directement au plein page, ou bien la page carrément. C'est bon? Voilà. Donc, vous avez fait ça. Alors. Donc, est-ce que vous avez entendu le prérequis que je vous ai envoyé? Combien d'entre vous? Non. Vous avez apporté vos écouteurs. Tout le monde a ses écouteurs. Vous mettez vos écouteurs et vous naviguez avec ce qu'il dit. Attention, ce qu'il dit, c'est le résumé de toute une partie. Dans la plupart des questions, il se trouve dans la discussion. D'accord? Je pourrais vous lancer ça directement, mais il vaut mieux l'entendre. D'accord? Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas des écouteurs? Il vaut mieux d'utiliser vos écouteurs, comme ça vous allez mieux entendre. Pour ceux qui n'ont pas l'écouteur, je pourrais lancer ça directement et on va l'entendre ensemble. Oh. Donc, ça ne va pas marcher parce que vous êtes trop nombreux pour se connecter, d'accord? Donc, vous pouvez l'entendre chez vous. D'ailleurs, c'était un prérequis avant de venir, d'accord? Donc, comme ça, on va régler ce problème. Et d'ailleurs, ça prendra 15 minutes. On ne va pas rester en train de vous observer, en train de... Pardon? Ah bon? Je vais régler le problème. Ah, il est inaccessible parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont contactées. Je vais régler ça. Je vais le lancer pour qu'il soit... bon, il faut toujours payer pour avoir un accès illimité. Donc, je vais régler ce problème, il n'y a pas de problème. Alors, on passe au icebreaker. En général, vous êtes bien organisé, donc c'est étonnant, d'ailleurs, pour voir une promotion qui est bien assise, tranquille, calme. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. C'est la première fois, d'ailleurs, je ne vous cache pas. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez. Est-ce que c'est l'effet d'un type de café ou bien de petit déjeuner que vous avez pris? Mais je suis vraiment étonné
par votre sagesse. En général, on n'active pas cette sagesse en premier, mais bon. Alors donc, en fin de compte, je passerai rapidement ici, parce qu'en fin de compte, c'est juste des recommandations sur ce que vous devez faire pour se préparer à cette vie dans l'amphi. Parce que quand vous êtes, par exemple, 20, 200 personnes, 300 personnes, il y a des perturbateurs, ce qui n'est pas le cas ici, bizarre. Et puis, il y a toujours cette possibilité d'avoir les premières places qui sont prises en premier. D'accord? Ça fait vraiment frais l'été, soyez sûr et certain de ça. La climatisation, elle marche mieux ou dans les premiers rangs. D'accord? Et donc, en fin de compte, c'est pour cette raison-là que les gens, ils viennent en amont. D'ailleurs, je vous ai trouvé ici déjà avant les 15 minutes recommandées. Donc, je vais passer de ça rapidement. Peut-être que je vais même l'éliminer parce qu'il ne sert rien pour vous. D'accord? Donc, on va se rappeler que introduction pour le raisonnement médical. D'accord? Vous êtes déjà au courant quelle est la différence maintenant avec le raisonnement de santé publique. On va maintenant s'acharner sur l'économie de la santé, les principes, les trois grands principes. Vous les comprenez et puis c'est par la suite que vous allez mieux comprendre. Vous avez également la possibilité de, si vous êtes présent demain ici, on va parler de l'organisation des données en utilisant l'Excel et puis en utilisant un logiciel qui s'appelle Jamovi, dont je vous invite déjà à télécharger sur vos PC. Jamovi.com. C'est un logiciel d'analyse statistique. D'accord? Et puis on va, voilà, il est écrit ici. C'est bon? Alors le programme complet pour ces 5 séances, il est affiché ici. Donc, puis on va, bon, ces 2 séances, on va essayer de les raccourcir pour cette séance, comme ça, parce que c'est juste la théorie. Et puis, on va passer à quelque chose de pratique qui peut vous servir durant tout votre cursus de formation. Alors, maintenant, on va revoir cette page, d'ailleurs, vous l'avez déjà, d'accord? Le raisonnement médical versus le raisonnement santé publique. On a déjà fait une tentative, on a commencé à comprendre, n'est-ce pas? Maintenant, si je vous demande de lire cette partie, de lire également cet exemple, et de voir le contre-exemple, et me dire qu'est-ce que vous pensez. Alors, prenons la première ligne. Est-ce que la différence est claire? Parce vous devez lire horizontalement. Raisonnement médical, individuel, raisonnement santé publique, orienté vers toute la population. Donc, focus sur un patient spécifique, d'accord? Ou carrément un groupe de patients bien limité. Par exemple, quand vous travaillez dans un hôpital, vous êtes responsable carrément chef de service de dermatologie, de cardiologie, vous êtes responsable sur un petit groupe de patients, d'accord? À la fois. Et si c'est plutôt une focus sur toutes les populations. D'ailleurs, vous avez entendu parler de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, elle essaie de réguler carrément entre les différents pays dans la perspective santé publique. L'Organisation mondiale de la santé ne fait pas de la médecine classique ou carrément de la médecine individuelle. D'accord? Mais plutôt, il s'intéresse à tout ce qui est santé publique, santé globale. D'accord? Et si le diagnostic il est individualisé, et si par contre, on est plutôt dans la logique de avant de tomber dans la maladie. Donc, on doit être dans une situation de prévention primaire. Par la suite, si jamais la population tombe malade, on est dans la prévention secondaire. On doit les guérir. Donc, on doit diagnostiquer et traiter. Et puis, s'il y a des séquelles, on doit être dans ce qu'on appelle la prévention tertiaire. Et dans ce cas, vous devez suivre ces personnes, par exemple un handicap, par exemple une infirmité, etc. Maintenant, si je vous pose la question, qui est le plus coûteux? La population. D'accord? Alors, c'est pour cette raison-là que parfois, vous voyez que on peut aller dans un centre de santé et recevoir un traitement. Et quand pour la même maladie, si la personne, il va dans, par exemple, un cabinet privé, il pourra recevoir un autre traitement. La facture des 2 ordonnances, est-ce qu'il serait la même? Qui sera la moins chère? Pourquoi?
Et donc, s'il prend en charge plusieurs personnes, bon, ou carrément il est destiné à une grande population, il a des médicaments qui sont bien spécifiques, qu'on appelle la liste des médicaments essentiels. S'il n'y a pas ce médicament, ça veut dire que ce n'est pas vraiment un médicament essentiel. Parfois, il y a des ruptures. Mais l'essentiel, c'est que toujours, quand vous êtes dans un cabinet privé, vous ne vous souciez pas du coût du médicament. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas l'acheter. Par contre, quand vous êtes dans un centre de santé ou bien dans un hôpital, il faut toujours penser le médicament disponible, comment il a été acheté, combien ça coûte. C'est le même médicament qui sera donné, par exemple, à toutes les personnes qui ont un problème d'infection respiratoire lié à une bactérie donnée. Et donc, en fin de compte, je pourrais acheter 100 000 boîtes d'antibiotiques. D'accord? Avec un prix déjà réduit, puisque, en fin de compte, on fait un achat de masse. Mais, dans le cabinet, par exemple, d'un pneumologue, il pourra vous inscrire 2 ou 3 médicaments qui sont plus chers. Le résultat, à la fin, c'est que je vais traiter avec un médicament qui coûte moins cher et j'aurai un résultat pour une majorité de personnes. Par contre, quand vous êtes dans une logique individuelle, vous avez l'obligation de traiter de la meilleure façon votre patient. Vous ne voulez plus le revoir pour le même motif. Donc, vous ne pensez pas qu'il faut commencer petit à petit. Ça, c'est un problème de logique et de raisonnement qu'on va voir. Diagnostic individualisé, prévention collective. Puis, il y a le traitement personnalisé, dont je suis en train de vous expliquer. On va traiter selon la personne. Par contre, ici, c'est une politique de santé. C'est-à-dire, le ministère, il a fait l'achat groupé, il a introduit les médicaments et les a répartis selon les nécessités et la carte épidémiologique existante, et on va traiter avec ce qu'on a de disponible au niveau des centres de santé et au niveau des hôpitaux. D'accord? Ce qui n'est pas le cas quand vous êtes au cabinet où vous allez écrire toute une liste de médicaments, vous n'allez pas vous soucier si ce médicament, il sera disponible ou pas. Ça, c'est l'affaire de la pharmacie et du pharmacien. Par contre, ici, dans la logique de la politique de santé, parfois, on peut décider de ne pas acheter certains types de médicaments. On n'achète que les médicaments dans une liste de médicaments essentiels. Le reste, on dit que ce n'est pas vraiment quelque chose qui peut sauver des vies, et donc, c'est quelque chose qui pourra être non priorisé dans la liste de nos priorités par rapport à besoins et par rapport au budget disponible. Alors, maintenant, ici, comme je l'ai dit rapidement, j'ai dit que vous êtes obligé de donner des résultats à votre patient. Donc, il y a vraiment une relation entre patient et médecin. D'accord? Et il vient pour être guéri. Il ne vient pas pour avoir une demi-guérison. Il veut carrément retrouver sa santé initiale, voire même devenir meilleur que ce qu'il était. Même n'importe quelle situation, il a toujours cette envie ou carrément se trouver. Si vous arrivez à le satisfaire, vous êtes le bon médecin. Si vous n'arrivez pas à le satisfaire, c'est là où il pourra chercher un autre médecin. D'accord? Il pourra vous donner une deuxième chance, voire carrément une troisième chance. Par la suite, il va chercher un autre avis médical. Par contre, ici, on est dans la notion de l'épidémiologie. Vous allez voir avec le professeur Tabi qu'est-ce que ça veut dire l'épidémiologie. Et c'est un mot également que vous allez connaître. D'accord? C'est-à-dire, on va parler de pourcentage, de probabilité. D'accord? On ne cherche pas la guérison pour tout le monde, mais on cherche une probabilité à atteindre, des pourcentages à atteindre, comme je l'ai mentionné pour la vaccination. On cherche, dans les meilleurs cas de vaccination, d'atteindre 95 de couverture vaccinale pour la population générale. En d'autres termes, c'est quoi? Si je veux vacciner, je sais qu'il y a toujours des réticents dans la population générale. Il y a des personnes qui ne veulent pas être vaccinées. Ils doivent entrer dans ces 5% que je vais pas cibler. Mais si j'atteins les 95% de vaccination, je suis tranquille, je vais casser la chaîne de transmission dans la population ou bien dans la société ou carrément dans le pays. Et donc, je suis tranquille. Par contre, quand vous êtes dans la relation médecin-patient, la personne il vous dit « je ne veux pas être vacciné » et vous êtes censé lui trouver une autre alternative pour le guérir. Ou bien carrément, il vous dit « non, je ne peux pas acheter ce médicament, il est trop cher pour moi » et il faut se casser la tête pour trouver quelque chose qui pourra lui donner résultat, mais c'est ça. Donc, vous voyez, donc, par contre, dans la logique de l'épidémiologie de la santé publique, on est plutôt en train de cibler la majorité et non pas les particularités. Puis, on passe à l'approche clinique directe. Ça veut dire quoi? Je suis en train de vous consulter, de vous examiner, je vous écris des examens complémentaires, je vous fais un diagnostic, je vous donne un rendez-vous, je vais vous suivre dans le temps.
Je vous donne un premier traitement. Je vous dis que ce traitement, vous allez le prendre pendant une semaine. Et vous devez revenir pour vous donner un autre traitement. Donc, je suis dans cette approche clinique directe avec le patient. Par contre, ici, on sait que pour cette année, on aura des épisodes de grippe saisonnière. Qu'est-ce qu'on a décidé? Le ministère, il va donner l'autorisation de mise sur le marché du vaccin, n'importe quel type de nom commercial que je ne vais pas citer, le vaccin antigrippal, qui sera disponible dès la fin du mois de septembre pour se vacciner. D'accord? Avec des recommandations pratiques. À qui? Professionnels de santé, attention, vous êtes les plus exposés, il faut s'auto-vacciner et carrément utiliser le vaccin antigrippal saisonnier pour ne pas tomber fréquemment malade durant la saison. Pour les personnes âgées, ils doivent être vaccinés. Pour les enfants, ils doivent être vaccinés. Vous voyez, pour protéger ces populations vulnérables. Par contre, si vous êtes dans une logique individuelle, si la personne ne vient pas chez vous pour en état grippal, avancé, avec de la toux, avec de la fièvre, avec carrément l'éternuement, etc., et vous allez le consulter pour lui dire que c'est une grippe, et peut-être vous allez faire l'erreur de lui donner des antibiotiques pour un virus, vous allez voir ça par la suite, ou bien si jamais vous êtes en train déjà de le faire, ne le faites plus. D'accord? Un virus, il ne nécessite pas un antibiotique. D'accord? Et puis, vous allez lui recommander de faire le vaccin. Peut-être qu'il va le faire, peut-être que non. Donc, vous voyez, donc, le médecin, au niveau du privé, ou bien dans son cabinet, il ne va pas recommander la disponibilité d'un tel médicament ou bien d'un tel vaccin. C'est le rôle de la santé publique, c'est le rôle du ministère de la Santé, c'est le rôle également de l'Organisation mondiale de la santé, qui définit carrément les souches possibles des grippes saisonnières qui vont apparaître durant l'année 2025 ou 2026 ou 2027, etc. Donc, est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant, ces différences? Donc ici, on est dans une approche qui s'appelle approche systémique, c'est-à-dire on voit l'ensemble de la situation mondiale, puis régionale, quand je dis région, plusieurs pays, puis au niveau du pays, puis carrément au niveau des différentes régions au sein du pays. D'accord? Peut-être qu'on a une épidémie particulière dans une des régions, des 12 régions du Maroc, on va cibler cette région, on la renforce par les médicaments, par les traitements, par les professionnels de santé pour répondre à une flambée épidémique donnée dans un moment donné. Vous allez voir la définition épidémie, pandémie et endémie. D'accord? Et quelles sont les différences également dans le cadre de l'épidémiologie. Alors, pour l'exemple, est-ce que cet exemple, quand vous le lisez, est clair? Il est facile à comprendre. Donc, si je pose une question pareille, et je vous dis, est-ce que c'est un raisonnement médical ou bien un raisonnement santé publique, vous arrivez à décider la réponse. Donc, vous voyez, donc vous n'avez pas vraiment besoin d'aller réviser. D'accord? Bon, bientôt, bien sûr, vous allez avoir beaucoup de cours. D'ici l'examen final, il faut quand même jeter un coup d'œil. D'accord? Sinon, on risque de ne pas se rappeler. Sauf si vous avez une très bonne mémoire et que vous allez commencer à l'entraîner, à fur et à mesure. Alors, pour le contre-exemple, ici, est-ce que c'est clair? Si vous le lisez, est-ce que vous le comprenez bien? Parfait. Alors, on passe. Voilà les grands principes de l'économie de la santé. D'ailleurs, je peux carrément vous faire tricher rapidement, d'accord, en vous demandant d'utiliser l'intelligence artificielle que vous utilisez de la lecture pour voir quelle est la différence entre allocation des ressources, coût, efficacité et équité de ensemble. Vous pouvez utiliser ça, il n'y a pas de problème, pour avoir une meilleure compréhension. Donc, je vous laisse 5 minutes, le temps de chercher à comprendre par vous-même ces trois notions. Et par la suite, vous allez me dire ce que vous avez trouvé.
De la même manière qu'on a fait pour le raisonnement médical par rapport au raisonnement santé publique, essayez de comprendre de manière simple c'est quoi allocation de ressources, c'est quoi coût efficacité et c'est quoi équité en santé. Comme ça, quand vous entrez l'après-midi chez vous, vous allez commencer à utiliser ces mots devant vos parents. Ils parlent chinois. Ça commence à venir. Donc, je vais vous demander de redemander de se reconnecter sur Menti. Si vous l'avez oublié, le code, il est toujours affiché en haut. Ça, c'était le résultat final du quiz que vous avez eu à passer pour les 5 questions. Il y a Doua, il y a Bisma, il y a Didier. Bon, félicitations. Je ne vais pas poser la question, c'est qui. Comme ça, ils ne seront pas stigmatisés dès le départ. Allez. Alors, ici, il y avait une question. Vous pouvez carrément faire disparaître les réponses, comme ça, vous n'allez pas être influencé par les réponses de ceux qui ont commencé déjà à écrire. Alors, est-ce qu'il y a une notion de coût dans la médecine? Est-ce qu'il y a des considérations sociales? Est-ce qu'il y a des considérations économiques? Donc, ce n'est pas juste les soins. Ce n'est pas juste être une bonne relation médecin-patient. Donc, il y a des prérequis. Un cabinet médical ne fonctionne pas seul. Il a besoin de ressources. Quel type de ressources? Par exemple, oui, c'est ça. L'argent pour faire quoi, en fait de compte? Dans un cabinet médical, on a besoin de quoi? De matériel, d'équipement, d'un staff, donc on doit le payer également, salaire pour ces personnes qui vont vous accompagner le médecin, d'accord? Un local, donc ça peut être un loyer ou un achat, quoi d'autre? L'hygiène, donc il y a un coût pour maintenir l'hygiène, la propreté, l'entretien, les frais communs, électricité, eau, vous voyez combien de charges? Donc il y a des charges. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on doit normalement payer pour entretenir le cabinet. D'accord? Et par la suite, on le transforme sous forme d'un frais à payer de la part des patients et on doit ne pas être déficitaire. Donc, vous êtes toujours dans une logique économique. C'est pour cette raison-là que je vous dis que l'économie est très intéressante et très importante à connaître et à comprendre. Et qui dit économie dit chiffres, qui dit chiffres dit statistiques. Alors, on va voir les réponses de l'ensemble. Donc, on va faire un petit résumé.
Et donc, la majorité, ils ont répondu par un oui. Donc, passons maintenant à l'allocation des ressources. Ça veut dire quoi? Distribution, investissement. J'ai entendu parler de ce mot, investissement, quoi d'autre? C'est la répartition de l'argent initialement alloué au domaine de la santé. Ça, vous voyez, donc en fin de compte, on doit planifier combien ça va coûter le fonctionnement, par exemple, des hôpitaux, l'achat de médicaments, les équipements lourds, les consommables, les différents salaires, etc. Et donc tout cela, en fin de compte, qu'on soit dans une perspective de santé publique ou qu'on soit dans un cabinet privé, on a presque les mêmes dépenses. Un hôpital, c'est comme un cabinet. Il a également des factures à payer et il a des frais à assurer. Et donc, dès le départ, si on n'a pas les ressources nécessaires pour faire vivre le système de santé, on ne pourra pas avoir de système de santé. C'est pour cette raison-là qu'il y a cette notion d'allocation de ressources. Maintenant, qui alloue ces ressources? Qui vous donne cet argent? Ici, par exemple, pour l'UM6SS, c'est la Fondation Mohamed VI, de sciences et de la santé, qui a investi pour développer les différentes structures en lien avec l'université, les centres de recherche, les hôpitaux universitaires, et il est en train de développer de plus en plus de structures. Ça, c'est un exemple. D'autres exemples, par exemple, pour le pays, les hôpitaux publics. Le ministère, qui dit ministère, dit gouvernement. D'accord? Et donc, en fin de compte, un gouvernement, il doit allouer des ressources propres dans le cadre de la loi de finances. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce mot loi de finances, pour le secteur de l'éducation, pour le secteur de la santé, pour les autres secteurs, etc. Et donc, si on n'a pas d'argent, on n'a rien. D'accord? Donc, quand on dit que la santé n'a pas de prix, c'est vrai. Mais elle a un coût. D'accord? Donc, rappelez-vous toujours ça. La santé, elle n'a pas de prix, c'est vrai, mais elle a un coût. C'est bon? Alors ça, c'est pour l'allocation des ressources. Et on va revenir à ça. La deuxième, coût efficacité. Si vous comprenez ça, vous allez être vraiment dans une logique différente de ce que vous êtes en train de faire actuellement. Peut-être que vous le faites inconsciemment, vous allez juste prendre conscience que ça s'appelle coût efficacité. Oui. Le rapport qualité-prix, ça peut être également considéré comme coût efficacité. Choisir les soins qui ont le plus de bénéfices pour le moins coût, ou bien le moins d'argent à dépenser. Est-ce que vous êtes logique avec ça? Vous êtes carrément dans l'efficience. Ça, c'est un autre concept qui est plus intéressant que le coût efficacité. Oui? C'est la comparaison entre un coût d'une intervention et son efficacité. Oui, ça peut être également intéressant. Oui. Donc, il reprend également cette notion. D'accord. Donc maintenant, je n'ai pas parlé d'efficience. Essayez de chercher le mot efficience. Puisque vous l'avez cité indirectement. Efficience. Qu'est-ce que ça veut dire être efficient? Capacité de rendement, mais plus en détail. Obtenir le maximum de résultats avec le minimum de ressources. C'est votre logique. Vous les avez cités tous les deux. Des fois, vous avez dépassé cette notion de coût-efficacité. Vous êtes carrément dans la notion de l'efficience. C'est-à-dire, est-ce que je peux atteindre le même résultat avec moins de coûts? Là, vous êtes vraiment dans l'efficience. C'est ce que fait également les médecins dans leur pratique médicale, dans leurs cabinets médicaux.
toujours il se pose la question, est-ce que je peux toujours guérir cette personne avec le moins de coûts possible pour mon cabinet, mais également, s'il est vraiment honnête, pour le patient lui-même. C'est-à-dire, je vais lui écrire le minimum possible de médicaments, les moins chers, d'accord, au lieu des plus chers, pour avoir un même résultat. D'accord? En même temps, est-ce que je vais gaspiller dans l'électricité, l'illumination de mon cabinet, ou je vais diminuer, par exemple, les coûts d'électricité en utilisant quelques techniques de prévention de gaspillage d'électricité. Ça, c'est également, c'est être dans cette logique d'efficience. Maintenant, on revient à cette notion claire de coût-efficacité. C'est-à-dire, si je veux atteindre un résultat, ce résultat, il a un coût. Je dois juste être sûr que ce coût, il correspond à ce résultat. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on vous dit que chaque décision médicale, il a un coût. C'est pour cette raison-là que je vous dis, la santé, il n'y a pas de prix, mais elle a un coût. D'accord? Chaque décision, chaque fois que vous allez faire le médecin, avant de devenir médecin, c'est un coût également pour vous et pour le patient qui va suivre vos orientations. Ou bien pour un membre de famille qui vont suivre vos orientations parce que vous allez être consulté de plus en plus par les membres de votre famille. D'accord? Vous êtes le médecin de la famille. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? D'accord? Le diplôme, ça va venir par la suite. Ne vous inquiétez pas. Alors, formation d'un médecin, par exemple, à l'UM6. Est-ce qu'il coûte de l'argent? Maintenant, quel est le bénéfice attendu? Pourquoi, en fin de compte, la Fondation est en train d'investir pour multiplier les facultés de médecine, les démocratiser dans la plupart dans les différentes régions du Maroc? D'accord? Pourquoi? Premièrement, pour aider le ministère. Deuxièmement, pour avoir ce qu'on appelle un ratio médecin-patient qui est satisfaisant. Et le bénéfice ne peut pas se voir maintenant. Quand on forme un médecin, c'est pour 30 ans d'avenir. Vous allez exercer après l'obtention de votre diplôme un minimum de 30 ans. C'est ces 30 ans qui seront le bénéfice. J'ai des médecins spécialisés dans tous les domaines, hautement qualifiés, formés, qui répondront aux besoins actuels et futurs de la population marocaine. Et donc, est-ce que c'est un coût à prendre en charge? Oui. Est-ce qu'on doit investir? Oui. Est-ce qu'on va gagner maintenant? Non. Mais est-ce que le Maroc va gagner? Oui. Donc, c'est une efficacité à long terme. Ça, c'est quand on est dans une vision stratégique. Maintenant, à court terme, donnez-moi un exemple de coût-efficacité. Pour votre petit déjeuner. Investissez tant pour le petit déjeuner, vous avez réduit vos dépenses pour le même petit déjeuner, ou bien pour un petit déjeuner similaire, et ça marche. Vous restez jusqu'au déjeuner sans problème de faim. Ou c'est le contraire. Donc vous êtes efficient, ou bien vous êtes efficace. Après avoir passé à l'université, vous êtes devenus maintenant des étudiants universitaires. Est-ce que votre coût du petit déjeuner a augmenté ou bien il a diminué? Ceux qui ont un coût augmenté, ils peuvent lever la main. Donc vous avez plutôt commencé à sauter le petit déjeuner. Carrément. Non, vous n'avez pas fait attention à ça? Je vais reprendre la question la prochaine fois. Faites attention pour y répondre pour la prochaine fois. Essayez de calculer, est-ce que vous avez augmenté vos dépenses pour le petit déjeuner ou bien vous avez diminué vos dépenses pour le petit déjeuner. D'accord? Maintenant, je passe à la troisième et dernière notion que vous pouvez garder en tête, c'est l'équité en santé. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire équité? Oui? Tout citoyen, quel qu'il soit son statut, pourra accéder aux soins le plus approprié à son état de santé et à son besoin. Si on arrive à instaurer cette règle, ça veut dire que notre système de santé est équitable. C'est pour cette raison-là que sous l'égide de cette notion, on parle d'assurance mutuelle. Actuellement, on a ce qu'on appelle au Maroc l'assurance maladie obligatoire, l'AMO. Il a été généralisé pour tous les citoyens marocains. Pourquoi? Pour garantir déjà cette notion d'équité. Que tout citoyen marocain, quand il aura besoin de prise en charge médicale, il pourra avoir accédé à la prise en charge. D'accord? La plus appropriée
répondant à son besoin. Maintenant, vous allez me dire, un citoyen qui est loin d'un hôpital universitaire, ce n'est pas un même citoyen qui réside proche d'un hôpital universitaire. D'accord? Ça va entrer dans les inégalités de santé et comment on peut les réduire. Donc, même avec une même mutuelle disponible, vous pouvez ne pas pouvoir accéder aux soins les plus appropriés. C'est un autre débat, et c'est pour cette raison-là que ces trois notions sont intéressantes. Donc, si je vous pose la question, en termes d'économie de santé, quelles sont les trois grandes notions à retenir à votre niveau primaire? L'allocation des ressources, le coût efficacité, y compris l'efficience, et l'équité en santé. D'accord? Alors, pour expliquer l'équité, j'ai ici une autre image. Là, on a parlé de l'AMO. Le RAMED n'existe plus. C'était le régime d'aide médicale aux économiquement diminués. C'est comme ça qu'il s'appelait. Et on l'a aboli. Et maintenant, tout le monde, il a l'AMO. D'accord? Et les hôpitaux de la Fondation également, ils acceptent toutes les personnes qui ont l'AMO. Donc, ça veut dire qu'il accepte tout le monde. Là, c'est une image. Vous allez trouver beaucoup d'images similaires. D'accord? C'est pas les mêmes images, mais comment on caricature, on schématise l'équité en santé. D'accord? Donc, vous pouvez chercher sur Google. Celle-là, il est généré par l'intelligence artificielle, donc il n'a pas de droit d'auteur. D'accord? Les autres, ils ont des droits d'auteur, ils sont disponibles sur Google. Alors, qui peut m'expliquer la différence entre les deux? Si vous arrivez à comprendre cette image, vous allez pouvoir expliquer équité en santé. Vous pouvez prendre une capture d'écran et demander à votre outil de vous aider. Il y en a qui l'ont déjà fait, il y en a d'autres qui ne l'ont pas encore pensé. Ça peut être expliqué comme ça, oui. Je vais vous donner, s'il vous plaît, le micro, c'est mieux. Vous reprenez ce que vous venez de dire, puis vous faites passer pour votre camarade, d'accord? Oui, si vous voulez bien. Comme ça, on va entendre vos voix, et maintenant, voilà. Et vous faites passer aux autres qui veulent expliquer. Parce qu'il y a tellement d'explications pour cette petite photo. Quand vous voulez, faites ce que vous voulez. Du coup, je disais qu'en fait, la différence entre les deux images, c'est qu'on voit que le petit garçon et la femme sur le côté blanc, pardon, ils sont au même niveau visuellement. Et en fait, le petit garçon, il a besoin de 2 ans que la femme qui est debout, par exemple. Et du coup, ils ne sont pas égaux, mais ils sont équitables. Parce que les trois, du coup, ils ont accès aux pommes qui peuvent représenter le système de points. Il a dit un mot très intéressant. Il a dit que la pomme, il peut représenter. Là, je vous félicite déjà pour la qualité de votre français. D'accord? Je vous ai dit qu'en fin de compte, j'étais étonné. C'était pas pour rien. Dès le départ, quand je suis entré, j'ai vu ici des têtes brillantes. Certainement, j'aurai besoin de votre consultation quand je deviendrai plus vieux. Et là, vous êtes nos futurs médecins. C'est pour cette raison-là qu'on s'investit corps et âme pour vous transmettre le meilleur des soins, les meilleures des éducations possibles, pour également, quand on sera vieux, on sait qu'on pourra aller se soigner tranquillement chez nos sœurs et consoeurs et confrères. Oui, s'il vous plaît, il y a un monsieur là-bas. Alors, comment répartir équitablement les ressources pour que, pas équitablement, ce qu'on va dire, mais répartir équitablement les ressources pour que tout le monde ait accès à ce droit que l'on cherche. Alors que l'équité dans le photo, donc, ok, on donne les ressources à chacun, chacun a accès à la ressource
années pour s'accrocher. Et alors que la femme, elle n'en a pas besoin. Oui. C'est pas grave, la femme, elle n'a pas besoin. Parce que elle n'en a pas besoin. Donc au final, le but, c'est que les deux, ils mangent d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Voilà, il y a un monsieur de l'autre côté. En général, on a tendance d'avoir une concentration de prise de parole ici. Les deux ailes, en général, ils sont... il est là-bas, si vous voulez. Non? C'est bon. Merci beaucoup. Ah, voilà, la demoiselle, s'il vous plaît. Le gouvernement qui est en santé, on remarque que même si les gens sont disponibles, on n'a pas autant de moyens de les acheter. Il y a des journées qui font, mais on a pas de but de moyens d'aide à la santé, on les aide. Et pour les petits garçons, on a pas de but pour accéder personnellement aux ressources. Parfait. Alors, c'est bon, ça y est. Dans d'autres volontaires. Alors, imaginez que la fin, c'est l'hôpital où vous allez recevoir votre soin. D'accord? Ben, il se trouve dans une région qui est là. Imaginez que c'est Casablanca. C'est là où il y a l'hôpital le plus spécialisé, le plus performant pour vous guérir. Les autres, ils sont des personnes qui ont besoin d'accès déjà à cet hôpital. Donc si on ne prend pas en considération l'handicap de certains de notre population, certaines personnes dans notre population, on ne prend pas en considération leurs besoins spécifiques par rapport à la nature de leur handicap, ils ne pourront pas accéder aux soins. Et donc c'est pour cette raison-là qu'une personne qui a un handicap, qu'il soit à Casablanca ou ailleurs, il y aura toujours des difficultés si on n'a pas planifié des circuits propres pour la prise en charge du handicap, etc. Deuxièmement, si par exemple cette dame qui est debout, s'il réside à Casablanca, et c'est là où il y a par exemple l'hôpital le plus performant, il n'a pas de problème pour accéder aux soins. Par contre, cette dame, il est loin de Casablanca. Il y aura des coûts et des frais de déplacement, et pas juste de déplacement. Une femme, s'il a besoin de soins, est-ce qu'il va se déplacer toute seule? Il doit être accompagné. Même un homme, il doit être accompagné, parfois. D'accord? Et donc, quand ils vont venir, est-ce qu'ils seront pris en charge immédiatement? Ou bien ils doivent attendre? On pourra leur demander de faire des examens. Ces examens, ils vont nécessiter du temps. Alors, entre-temps, ces personnes vont loger. Ils ne peuvent pas revenir chez eux parce que c'est très loin. Donc, ils doivent avoir des coûts d'hôtellerie. Ils doivent ajouter. Quand on ajoute des jours, on a besoin de nourriture. En plus de la nourriture de leur propre famille qui doit être maintenue, ils doivent également ajouter de la nourriture pour eux lors de leur déplacement. D'accord? Le coût des taxis, le coût des bus, le coût des transports. D'accord? Le coût des pourboires pour y accéder. Et donc, tout cela, en fin de compte, il pourra retentir sur l'accès aux soins, même s'il est disponible. D'accord? Vous allez voir le diagramme de Venn avec les trois logiques de l'offre, la demande. D'accord? Et là, vous allez mieux comprendre. Alors, c'est très bien pour l'explication que vous avez fournie. Maintenant, je vais vous demander juste de mettre, ou bien carrément, je vais revenir à ça par la suite. Attendons. Donc maintenant, puisque vous avez vos écouteurs, je vais les lancer en public. Donc vous n'avez pas besoin aujourd'hui de vos écouteurs. Donc je vais vous demander juste de prendre note de ce que vous allez entendre. D'accord? En général, cette technique d'audition également, il va vous aider carrément à utiliser les podcasts pour remémoriser, pour apprendre, pour bien maîtriser les notions. Donc, soit vous utilisez mon ordinateur pour la prise de notes, soit carrément vous utilisez vos papiers, stylos. C'est à vous de voir la façon avec laquelle vous faites la prise de notes.
Je le lance en anglais ou bien en français? Cette analyse approfondie. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble les principes économiques derrière les choix de santé au Maroc. On s'appuie sur des extraits d'un document, Principes économie de la santé et investissement au Maroc. L'objectif, c'est de comprendre comment les ressources limitées façonnent les stratégies, avec des exemples concrets d'investissement, parce qu'on va voir que ces décisions, ça dépasse le médical. Ça touche à l'économie, au social. C'est passionnant. Tout à fait. Et saisir ces mécanismes économiques, c'est essentiel. Surtout quand on sait que les ressources ne sont pas infinies. Ça permet d'évaluer les politiques de santé, leur impact, les compromis nécessaires. C'est une grille de lecture indispensable. Oui. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Le premier grand principe qui ressort, c'est l'allocation des ressources. L'idée de base, si je résume, c'est qu'on ne peut pas tout financer. Chaque dirham investi ici, il n'est pas disponible là. Donc il faut choisir, stratégiquement. C'est exactement ça. C'est le point de départ en économie de la santé. Pour un pays comme le Maroc, avec des besoins énormes et très variés, l'allocation, c'est critique. Comment on arbitre entre construire des hôpitaux, renforcer la prévention, former le personnel, soutenir la recherche? Ce sont des choix complexes qui doivent s'appuyer sur une analyse rigoureuse des besoins prioritaires, des objectifs nationaux. Et justement, les sources donnent un exemple très concret de cet arbitrage. C'est l'investissement significatif de la fondation Mohamed VI pour créer et développer l'université Mohamed VI des sciences et de la santé, l'UM6SS. On parle de quelque chose comme 2 milliards de dirhams. C'est ça. Oui, c'est cet ordre de grandeur. Un engagement financier majeur pour bâtir cette institution. L'objectif affiché est clair, former plus de professionnels de santé qualifiés. Médecins, infirmiers, techniciens, sur le sol marocain. D'accord, donc formés localement. Voilà. Ce qui est intéressant, au-delà du montant, c'est la nature de l'investissement. C'est pas une dépense courante, c'est un investissement dans le capital humain. Structurel. Pour renforcer les capacités du système de santé de l'intérieur, si on veut. Une vision à long terme, donc. Exactement. Plutôt que dépendre de solutions à court terme ou de l'étranger, on mise sur la formation locale pour assurer une meilleure disponibilité, une meilleure répartition des compétences à l'avenir. C'est un choix d'allocation qui vise clairement le long terme. D'accord. Mais former plus de personnel, ça coûte cher, j'imagine. Ah oui? Ce qui nous amène naturellement au deuxième principe, le coût-efficacité. Il suffit pas de décider où mettre l'argent, faut aussi s'assurer qu'il est bien utilisé, qu'il produit les meilleurs résultats possibles pour la santé. C'est ça l'idée. C'est tout à fait ça. Le coût-efficacité, c'est l'outil pour évaluer si une dépense vaut le coup. Alors attention, pas financièrement au sens strict, mais en termes de bénéfices pour la santé de la population. On compare le coût d'une intervention, un médicament, un dépistage, la formation d'un pro, aux résultats attendus. Un aide-vie gagné en bonne santé, qualité de vie, etc. D'accord. Et les documents donnent l'exemple du coût de formation d'un médecin à l'UMCSS. Mettons que ça coûte 1,5 million de dirhams par médecin. C'est une somme. Oui, c'est considérable, pris isolément. Mais l'analyse va plus loin. On estime le bénéfice que ce médecin va générer pour la société sur, disons, 30 ans de carrière. Et ce bénéfice estimé peut-être à 10 millions de dirhams. Ça inclut pas seulement les soins, mais aussi la prévention, la gestion des maladies chroniques. Exactement. Voire la recherche, l'encadrement. Voilà. Et la conclusion tirée, c'est que cet investissement serait, je cite, rentable pour la société marocaine. Oui, mais il faut bien comprendre ce mot rentable. C'est crucial. On ne parle pas d'un retour sur investissement comme pour une entreprise. La rentabilité sociale en santé, ça englobe des bénéfices beaucoup plus larges. Le bien-être, la souffrance évitée, la productivité économique. Je vois. C'est plus large que juste l'argent. Absolument. C'est cette perspective élargie qui justifie des investissements comme celui dans l'UMCSS. L'analyse coût-efficacité, elle vient légitimer ce choix d'allocation. On investit 1,5 million aujourd'hui parce qu'on anticipe un bénéfice social bien supérieur demain. D'accord, c'est clair. Investir intelligemment, chercher le meilleur impact sanitaire. Mais l'efficacité, c'est le seul guide, parce que les sources insistent aussi beaucoup sur un troisième pilier, quelque chose de plus éthique peut-être, l'équité en santé. Oui, et c'est fondamental. C'est le contrepoids nécessaire à la seule efficacité. L'équité en santé, ça veut dire garantir à tous un accès juste aux services de santé. Peu importe le revenu, le lieu de résidence, le genre. Peu importe d'où on vient, quoi. C'est ça. Un système peut être très efficace pour ceux qui y accèdent, mais s'il laisse de côté une partie de la population, il échoue. Il risque même d'aggraver les inégalités. Donc l'équité, c'est un impératif moral, mais aussi un facteur de cohésion sociale. Et sur ce point, difficile de ne pas parler de la réforme majeure mentionnée, la généralisation de l'assurance maladie obligatoire, l'AMO. L'ambition est énorme, couvrir potentiellement 36 millions de Marocains, c'est bien ça? Oui, l'objectif est cette couverture très large. On parle de la fin du RAMED, l'ancien système d'assistance, remplacé par ce régime unifié, pour simplifier et surtout élargir la couverture. Les textes citent même un chiffre pour Casablanca, 95% de couverture, c'est énorme. C'est impressionnant. Et ce qui est fascinant avec l'AMO généralisé, c'est que ça agit comme un catalyseur pour tout le système.
Ce n'est pas juste une réforme administrative. En donnant un droit à l'assurance à des millions de personnes en plus, on crée une demande massive de soins. Ah oui, logiquement. C'est là qu'on voit le lien avec les autres principes. Pour que l'AMO fonctionne, il faut avoir alloué les ressources pour former le personnel, d'où l'IMCCS. Et développer les infrastructures, les hôpitaux. Exactement. L'équité, via l'AMO, pousse à renforcer l'allocation et l'efficacité du système, pour être à la hauteur de la promesse en fait. Je vois. C'est très lié, l'un ne va pas sans l'autre. Et justement, en parlant d'infrastructure, pour concrétiser ça, les sources font un zoom sur Casablanca. La ville semble être un peu une vitrine de ces investissements récents, non? Surtout ceux de la fondation Mohamed VI. Oui, effectivement. Casablanca est présenté comme un pôle majeur. Les documents détaillent plusieurs projets d'envergure. Il y a d'abord la construction de l'hôpital universitaire international. On parle de standards internationaux, 800 lits de capacité. C'est considérable. 800 lits. Et le coût? L'investissement serait de l'ordre de 2,5 milliards de dirhams. Une somme colossale pour une seule infrastructure hospitalière. Waouh! 2,5 milliards! C'est énorme. Et il y a autre chose? Oui, en parallèle, on mentionne un projet de campus universitaire, probablement lié à l'UM6SS ou en tout cas en synergie avec l'hôpital. Ce campus pourrait accueillir 15 000 étudiants, avec des infrastructures modernes pour la pédagogie, la recherche. 15 000 étudiants. Et là, le coût? Environ 800 millions de dirhams pour le campus, donc on voit bien la double stratégie, renforcer l'offre de soins de pointe et en même temps muscler la formation et la recherche. Dans la plus grande ville du pays? Exactement. Et l'impact attendu de tout ça à Casablanca, d'après les sources, j'imagine améliorer l'accès aux soins pour les habitants, mais aussi renforcer la formation. C'est ça. La logique semble être double. D'une part, répondre aux besoins des 4,2 millions d'habitants de la métropole, avec des soins aux standards internationaux. C'est un objectif d'efficacité, de qualité. Et d'autre part, créer un pôle d'excellence, formation, recherche, soins, pour attirer et former les futurs talents médicaux du pays. Donc, si on reprend nos 3 principes pour regarder ces projets casablancais. Allocation des ressources, ok, on voit des investissements massifs, ciblés sur des infra-clés. C'est clair. Coût-efficacité, bon, l'accent sur les standards internationaux, les infras modernes, ça suggère une recherche d'efficacité, même si c'est cher au départ, on parie sur le long terme. Et l'équité? Là, c'est peut-être plus nuancé. Est-ce que ces infras de pointe vont bénéficier à tout le monde? C'est une excellente question. Et c'est souvent là que ça se joue. D'un côté, améliorer l'offre globale de soins, de qualité et former plus de personnel, ça peut contribuer à l'équité à terme. Ça augmente les capacités générales du système. Si l'hôpital universitaire sert de référence, forme des médecins qui vont ailleurs. Oui, ça peut rayonner, voilà. Mais d'un autre côté, l'accès direct à ces structures ultramodernes, ça peut soulever des questions d'équité si elles ne sont pas intégrées dans une politique globale d'accès pour tous, y compris pour les populations couvertes par l'AMO, sans reste à charge trop important. Les sources ne détaillent pas ce point précis, mais c'est critique. D'accord. Donc l'intention est là, mais la mise en œuvre sera clé pour l'équité réelle. Tout à fait. Ces projets s'inscrivent dans l'effort national, mais leur contribution réelle à l'équité dépendra des modalités d'accès concrètes. Bon, alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, les grands messages qui ressortent de cette exploration, qu'est-ce qu'il faut retenir? Premièrement, la santé coûte cher, les ressources sont limitées, donc il faut faire des choix d'allocation stratégique. C'est le point de départ. Deuxièmement, ces choix doivent viser l'efficacité, obtenir le max de bénéfices santé avec les moyens engagés, en pensant long terme, le coût-efficacité. Oui, la rentabilité sociale. Troisièmement, l'efficacité seule ne suffit pas. Il faut la justice sociale, l'équité, que chacun accède aux soins. L'AMO en est l'illustration majeure. Un pilier essentiel. Et enfin, les projets à Casablanca nous montrent concrètement comment ces principes se traduisent en investissements massifs. Hôpitaux, universités. C'est une bonne synthèse. Et le point crucial, c'est de voir que ces 3 principes, allocation, coût-efficacité, équité, ils ne sont pas séparés. Ils sont interconnectés, parfois en tension, parfois en synergie. Une politique de santé réussie, c'est trouver le bon équilibre entre les 3. C'est un jeu d'équilibriste en quelque sorte. Voilà. Donc, en fait, d'accord, j'espère qu'avec cette petite discussion entre IA et IA, vous avez la possibilité de retenir le maximum possible sur cette notion de base en économie de la santé. Bien sûr, vous allez voir plus de cours en économie de santé en 4e année, donc ne vous inquiétez pas. Mais sachez que le coût, l'efficience, l'efficacité, les ressources et l'équité, ils sont toujours présents. D'accord? C'est pour cette raison-là, d'ailleurs, que la Fondation a commencé à multiplier les sites de formation. Aujourd'hui, vous n'êtes plus les seuls. Auparavant, il n'y avait que cette faculté de médecine. Maintenant, il y a la faculté de médecine anglophone, carrément à Casablanca, puis la faculté de médecine à Rabat, puis la faculté de médecine à Dakhla, puis cette année également faculté de médecine à Marrakech, faculté de médecine à Agadir, et puis l'année prochaine, il y aura la faculté de médecine à Tanger, et également à Oujda, et il y aura d'autres qui vont venir. D'accord? Donc, en fin de compte, c'est une répartition qui entre dans ce principe de avoir les meilleures structures hospitalières, les meilleurs cadres régionaux, locaux, qui vont servir le citoyen marocain là où il est. D'ailleurs, si vous me posez la question,
Pourquoi on a un ratio de médecins et de pharmaciens et de dentistes qui est moins que par rapport à l'axe Jdida-Crétala? La réponse est que, en fin de compte, il n'y avait pas auparavant des facultés de médecine régionaux. Il n'y avait que Rabat et Casa. Et donc, automatiquement, les gens, quand ils venaient ici étudier pendant plusieurs années, ils s'installaient dans ces bancs. Ils ne revenaient pas chez eux, même s'ils étaient originaires d'autres régions. Cette situation, il ne peut être que la cause majeure de l'inéquité en soi existante. C'est pour cette raison-là qu'avec cette structuration de réorganisation de disponibilité de l'offre de soins, éducation en santé, et puis structure de soins performants, ça va régler ce problème au Maroc de manière définitive dans les 10 prochaines années. C'est clair? Alors on continue. Maintenant, je reviens vers le site web et on va essayer de répondre à ces petites questions. Est-ce que vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? L'investissement de la Fondation Mohamed VI dans la santé est rentable pour le Maroc sur le long terme. D'accord? On ne parle pas ici logique individuelle. On parle rentabilité sociale. Vous avez entendu ce mot. La rentabilité sociale qui dépasse l'efficience et le coût efficacité, tout cela. D'accord? C'est-à-dire on vise à avoir des citoyens plus en santé, meilleure qualité de vie, pour une longueur de vie. D'accord? On vient d'une longévité qui est très intéressante. La généralisation de l'amour, avec disparition de l'URAMED, améliore l'équité d'accès aux soins. Auparavant, les détenteurs d'URAMED ne pouvaient accéder qu'à l'hôpital public. Actuellement, les mêmes détenteurs d'URAMED, ils sont maintenant inclus dans la logique de l'amour. Donc, aussi bien que vous soyez fonctionnaire, salarié ou carrément ne pas avoir de fonction, vous avez le même régime d'assurance médicale partout au Maroc. Et ça vous donne accès maintenant, même aux cliniques et, par exemple, aux structures hospitalières de notre fondation, y compris le public. C'est un plus. Troisième question. Un médecin formé à l'UM6 coûte moins cher que la formation en public et apporte plus de valeur au système de santé. Vous êtes au courant que, en fin de compte, les lauréats de nos facultés ont été les mieux classés dans les concours de récital public. Donc, la qualité de la formation, maintenant, n'est pas à mettre en doute. Posez la question pour les aider, vous allez avoir cette information. Donc, vous êtes les plus chanceux d'être ici. Et vous devez le comprendre et vous devez être fiers pour tenir à achever votre formation dans ce cadre. Maintenant, ça coûte moins cher, oui, et je peux vous faire les calculs, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on fera ça. Combien ça coûte? En question de gaspillage. Le public, il y a beaucoup de gaspillage. Il y a beaucoup de fonctionnaires. Il y a beaucoup de masse salariale. Quand on fait le calcul de l'allocation des ressources, combien ça coûte la formation en public par rapport à ce qui coûte ici, vous allez voir que ici, il coûte pour l'allocation des ressources moins que pour le public. Voilà. Ça peut être une partie de l'explication, mais ce n'est pas la vérité, parce qu'ici également, il y a disponibilité de bourses qui sont très intéressantes, qui couvrent énormément de frais. Carrément, le système de résidat, il est automatiquement pris en charge gratuitement par la fondation. Donc, si vous réussissez votre résidat, vous n'allez plus payer. Donc, vous devez juste achever vos 4 ans. Allez. Maintenant, dernière question. L'économie de la santé doit guider les décisions cliniques quotidiennes du médecin. Vous voulez prescrire un traitement. Vous voulez prescrire un document, un examen complémentaire, une radiographie, un scanner, une IRM. Si vous ne prenez pas en considération l'état social et économique de votre patient, vous allez rater la prise en charge et le suivi de ce patient. Il pourra carrément aller chercher des soins ailleurs, parce que ce que vous avez demandé, il ne peut pas le satisfaire. Si vous ne prenez pas en considération, est-ce que votre patient, il pourra acheter et suivre toute l'ordonnance que vous avez prescrite, ou carrément, quand il va aller vers son pharmacien, il va demander juste un médicament parmi l'ensemble. Là, c'est également une faille de votre raisonnement
qui n'a pas pris en considération l'économie de la santé dans la perspective de votre part et de votre décision thérapeutique. Oui? Je ne pourrais pas répondre à cette question parce que je n'ai pas l'information, d'accord? Mais ici, on est dans le semi-public, on n'est pas dans le privé. Alors, je vous demande que vous revenez vers Merci, s'il faut possible. Voilà. Vous allez essayer d'organiser les 4 points. Oui. Il est en haut. Vous entrez à menti.com et vous introduisez le code affiché. Est-ce que tout le monde a pu répondre? Parfait. Donc, passons maintenant, puisque vous avez bien répondu, en anticipant le déjeuner, d'accord? On va essayer de voir quelles seraient vos réponses. D'accord? Comme ça, on introduit les 2 stades de manière ergonomique. Alors, la fréquence des cafés ratés. Combien vous avez eu à boire un café froid? Parce que soit vous avez oublié de le prendre, soit carrément il n'a pas été bien préparé, ou bien le livreur vous l'a présenté après un certain temps. D'accord? Combien? 25%. Alors ce 25%, comment il a été calculé? D'accord? Donc ça c'est un pourcentage. Donc les biostats, ils s'intéressent au pourcentage. Bon. En général, c'est plus. Maintenant, combien, quand vous êtes arrivé maintenant à l'université, vous avez créé 2 groupes, ou bien vous avez été ajouté à des groupes WhatsApp? Avez-vous calculé le nombre? Ce n'est que le démarrage. D'accord? Et là, on parle de tendance mondiale. « 17 groupes, 19 groupes, 21 groupes. Quelle est la moyenne? 19. C'est vrai. D'accord? Alors, combien de fois vous avez raté votre réveil durant cette année universitaire qui vient de commencer? C'est-à-dire venir après 8h15. Parce que vous avez raté tout simplement votre réveil. 5 fois, 25 fois, tout le temps. Donc normalement, on devrait poser cette question à la fin de l'année, comprenez. Allez. 25 fois? 5 fois. Probabilité de place libre au restaurant universitaire. Il y a un nombre limité de places et vous voulez vous servir à 12h30.
vous passez, si vous prenez un petit léger retard de quitter l'amphi, vous arrivez, vous ne trouvez plus de place. Il y en a carrément qui commencent à quitter l'amphi avant même 12h30, juste pour trouver une place au restaurant universitaire. On devrait normalement notifier cela pour qu'ils ferment les portes et ne les ouvrent pas avant 12h35. Comme ça, tout le monde quittera en même temps. D'accord? Donc, c'est un ratio. Combien de personnes ils ont trouvé des places. Et donc, automatiquement, on va voir également cette notion. Maintenant, un intervalle de confiance, c'est quoi? Je pense que vous l'avez déjà étudié au lycée. Un intervalle de confiance à 95%, d'accord, par rapport à une moyenne, et on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire, d'accord? Et donc, ici, par exemple, je vais juste cliquer au hasard pour faire passer le message. Alors, la même chose. Combien d'heures vous avez passé sur TikTok et quelle était la note obtenue dans votre moyenne générale, je dirais, du baccalauréat? Est-ce qu'il y a un lien entre le fait de perdre votre temps ou bien de gaspiller votre temps ou bien pour être positif? Je ne trouve pas le mot. Positif. En fin de compte, c'est une perte. Donc, c'est une perte pour les 24 heures qui se fait au dépend de quoi? Quand vous êtes en train de consulter votre TikTok, vous prenez ce temps au dépend de quoi? De vos études, de votre interaction sociale avec vos parents, votre fratrie, votre sommeil. C'est pour cette raison-là que vous vous réveillez trop tard. D'accord? Et donc, toutes ces questions, en fin de compte, on pourra les étudier de manière statistique et voir est-ce que vraiment on pourra réduire nos comportements d'utilisation sans limite des réseaux sociaux pour essayer d'équilibrer notre vie sociale et estudiantine. D'accord? Mais soyez sûr et certain que les études qui se font, ils sont très inquiétantes, aussi bien pour le gaspillage en termes de temps que pour le retentissement néfaste sur les yeux. Et il y a de plus en plus de porteurs de lunettes, de lentilles, et en plus de ça, si vous ajoutez cela sur 15 ans, 20 ans, vous risquez de ne plus avoir le permis de conduire parce que tout simplement, votre acuité visuelle, il sera détériorée de manière irrécupérable. Voilà. Alors, on passe. L'avant-dernière question. Alors, le PM, c'est en fin de compte des particules de pollution. D'accord? Et donc, en fin de compte, si on utilise des détecteurs dans un environnement donné, on pourra se trouver avec 20%, 80%, 100% de taux de pollution. C'est également une façon pour laquelle on pourra avoir à répondre à ces questions. Prévalence de l'impostor syndrome, vous pouvez chercher qu'est-ce que ça veut dire impostor syndrome, et là également, on peut le présenter sous forme de pourcentage. L'essentiel, c'est juste un avant-goût sur comment vous allez interagir avec les biostats à partir de la séance de demain, d'accord, pour avancer. Alors maintenant, cette séance, je vais la mettre ici. Vous allez pouvoir l'entendre encore une fois, d'accord? Comme ça, vous allez pouvoir suivre tout ce qui a été dit, tout ce qui a été présenté, sans aucun souci. C'est bon? Alors, pour moi, j'ai fini le programme, d'accord? Et on passe maintenant à vous lancer les 15 minutes de ce qui était prérequis. D'accord? Donc, je l'ai ici, je vais vous lancer puisqu'il y avait accès limité. Et là, on vous parlera de tout le module, les éléments les plus intéressants à garder en tête, y compris ces petites notions qu'on a vues aujourd'hui en termes de raisonnement médical par rapport au raisonnement santé publique, en termes d'économie de la santé pour l'allocation des ressources, pour le coût, efficacité, efficience, rentabilité sociale, et également en termes d'équité. D'accord? Et que ce qu'on a vu, c'est tout. Donc il n'y avait pas vraiment beaucoup de choses. Il y a quelques notions. Donc vous pouvez vous rappeler de tout ça. Parfait. Voilà, donc je lance le prérequis, puisque c'était parti hier, on je l'ai envoyé. Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui prend de plus en plus de place, même là où on s'y attendait pas forcément, les stats, les chiffres, au cœur de la formation des futurs médecins. Ah oui, tout à fait. On est assez loin de l'image d'Épinal du médecin juste penché sur son patient. Maintenant, comprendre les données, que ce soit pour lire un essai clinique, pour l'épidémio, ou même pour gérer les ressources de santé, c'est devenu essentiel. Exactement. Et justement, pour voir ça de plus près, on va explorer un peu les supports d'un cours bien précis. C'est un SPOC,
Donc, à fur et à mesure de cette présentation orale, je vais vous mentionner les points essentiels que vous allez garder et qui pourraient faire objet de questions. Open course en biostatistique. D'accord. Et il est destiné aux étudiants de toute première année de médecine à la faculté Mohamed VI de médecine de Casablanca. C'est à l'UM6SS, l'université Mohamed VI des sciences et de la santé. Ok, donc nos sources, si je comprends bien, ce sont des documents qui décrivent ce cours, ses objectifs, le contenu, comment il est fait, tout ça. C'est ça. Ça nous donne une fenêtre assez intéressante sur la façon dont on essaye d'équiper ces futurs médecins avec ces outils quantitatifs. Et ce, dès le début de leurs études. Intéressant. L'idée pour nous aujourd'hui, c'est pas juste de décrire, on veut essayer de comprendre ce qu'il y a derrière cette formation. Comment on enseigne les biostats à des gens qui vont soigner. C'est quoi les concepts qu'on juge essentiels aujourd'hui? Et qu'est-ce que ça nous dit finalement sur l'évolution de la formation médicale elle-même? Je pense que ça peut intéresser pas mal de monde, que ce soit dans le milieu médical ou juste ceux qui s'intéressent à l'application des stats dans la santé, quoi. Voilà. Alors, au programme, on va regarder les objectifs du cours, la différence qu'il fait entre raisonnement médical et santé publique, une petite initiation à l'économie de la santé, avec des exemples marocains concrets, on verra ça, et puis les outils pratiques enseignés. Parfait. Allons-y. Bon, alors, pour commencer, ce SPOC, il vise donc les étudiants de première année, les FM1 comme ils disent, à l'UM6S de Casa. C'est un cours en français, sur 5 séances, 4 en présentiel et 1 en ligne. D'accord. Et les documents donnent même des dates précises. Oui, il mentionne les 24 et 25 septembre 2025 pour certaines séances. C'est assez précis. Et j'ai vu qu'il y avait aussi une mention d'un icebreaker, un truc un peu plus léger. Oui, c'est ça, c'est pas de la théorie pure et dure. C'est des conseils très pratiques pour, je cite, survivre dans un amphi de 300. Ah ouais, genre... Donc, je vais vous laisser faire ça tout ensemble et je vais passer maintenant à la dernière étape. Ça, c'est les objectifs que vous allez évaluer à la fin. Alors là, à la fin du cours que l'on va défendre, vous avez votre professeur IA. D'accord? Donc, je vais vous inviter à le visiter. Donc, je l'ai développé depuis l'année dernière. Il donne beaucoup de bonnes réussites et de bons résultats. D'ailleurs, à propos, on a développé avec le professeur Saoui également un autre chatbot dédié à la biophysique et la compréhension de la biophysique. On a carrément fait un essai clinique quasi expérimental qui a donné une réponse très satisfaisante. Ça veut dire les étudiants qui avaient la maniabilité de l'utiliser, ils ont pu avoir de meilleures notes de biophysique. Bon, pour le biostat, ça va de soi. Donc, ça, c'est votre enseignant, 24 sur 24, dans le domaine des biostatistiques. D'accord? Je vais, par exemple, vous donner un exemple simple à réaliser. Par exemple, quand je vous ai parlé de santé publique, même s'il n'est pas focalisé sur la santé publique, plutôt sur le biostat, quelle serait l'instruction que vous allez écrire, ou bien la requête que vous allez écrire pour vous donner une définition de santé publique? Qu'est-ce que vous allez écrire? Parce qu'on peut dépendre, il ne va vous répondre que par rapport à la qualité de la requête que vous allez introduire. Donc, par exemple, si vous vouliez chercher une information sur santé publique, c'est quoi la définition de la santé publique? Vous pouvez écrire c'est quoi la définition de la santé publique. Ou vous pouvez améliorer carrément votre demande en écrivant quoi? Si je dis par exemple définition académique de la santé publique, tout en citant la référence. D'accord? Là, il ne va pas vous donner juste une définition, mais il va vous donner une définition avec une référence. Tout en citant une référence liée à l'Organisation mondiale de la santé. Là, encore plus, il va vous donner une autre définition qui sera cherchée depuis le site de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, en fin de compte, la requête elle-même, comment vous allez la formuler, comment il est précisé, c'est elle qui donne le potentiel d'avoir une meilleure réponse dès le premier coup, ou carrément avoir une réponse totalement erronée. D'accord? Alors ici, je vais vous poser une question pour voir est-ce que vous avez bien compris le principe. Il y a biostatistique sans S et il y a biostatistique avec S. C'est quoi la différence entre les deux? Vous avez votre prof, j'attends votre réponse.
C'est bon, vous avez une réponse? Vous pouvez faire la différence? Tout le monde? À qui veut prendre la parole? C'est quoi la différence entre biostatistique sans S et biostatistique avec S? Oui. Singulier et pluriel, moi, ça va de soi. Mais bon, au-delà de l'orthographe. Oui? Oui? Pardon? Oui, je vous en prie. Prenez le micro. Comme ça, ils vous entendent. Voilà. La biostatistique avec S de la discipline en elle-même. La biostatistique sans S de la discipline en elle-même. Et avec S, c'est les résultats de la discipline. Plus d'explications. Qui peut ajouter plus? Alors, qui peut aider votre collègue? J'accepte la première version. Il était simple à comprendre. Vous avez dit biostatistique, sans S, ça veut dire que c'est la discipline. Ça peut être discipline statistique, ça peut être discipline biostatistique. C'est quoi la différence déjà entre biostatistique et statistique? Ça, c'est une autre question. Ça n'a rien à voir avec le S et sans S. Vous pouvez choisir au hasard quelqu'un si personne ne se porte volontaire. Voilà. Donc vous continuez déjà l'explication de la première partie, vous pouvez ajouter la deuxième. Du coup, biostatistique sans S, c'est la discipline en fait. Et ça englobe tout ce qui a en relation avec la discipline. Pas de problème. Mais par contre, la biostatistique avec S, ça va utiliser des méthodologies. Les biostatistiques, ça veut dire c'est les outils qu'on utilise tout simplement pour faire les calculs, utilisation de logiciels, tout cela, c'est les biostatistiques. La biostatistique, c'est la discipline. C'est comme si on dit la dermatologie, la neurologie, la biostatistique. Voilà. Alors maintenant, c'est quoi la différence entre statistique et biostatistique? Qui veut prendre la parole? C'est très simple. La différence entre physique et biophysique. Ben, quand vous êtes arrivé ici, vous vous attendez qu'il n'y a que du bio. Bio qui sera ajouté à plusieurs formes. Oui? Prenez le micro, s'il vous plaît. Oui? Oui? Donc, il vous dit, voilà, si on va ajouter les bio, ça veut dire que c'est lié avec tout ce qui est biologie. Et donc, associer les statistiques dans le domaine de la biologie, automatiquement, domaine des études médicales, biologiques, etc. D'accord? Donc, biostatistique, c'est l'utilisation de la discipline de la statistique dans le domaine de la biologie humaine, animale, etc. Ce que vous voulez. Donc, il n'y a pas que la médecine humaine, il y a également la médecine animale ou bien vétérinaire. D'accord? Alors, dernière question. Vous allez me la poser. C'est vous qui doivez vous poser une question. Et c'est moi qui dois répondre dans le cadre de ce qu'on a vu en cette séance. Allez. Vous pouvez choisir même une autre personne qui va poser la question. Vous n'avez aucune question. Tout est clair. C'est pas possible. Alors, si vous ne posez pas la question, je ne vais pas répondre et je ne vais pas vous donner l'autorisation de prendre votre pause. Donc, posez la question rapidement. Voilà, il y a une question ici. Et les personnes ne peuvent pas. Du coup, je me demande si, par exemple, on a des différents
médicament prescrit un médicament moins cher que une personne, tous les deux ont les mêmes objectifs, pourquoi on a besoin de médicaments moins chers? D'accord. Vous me rendez le micro? Ou bien je peux vous répondre, même sans micro. Vous devez savoir qu'il y a un coût pour la création, le développement, la découverte d'un médicament. Pour la première fois. Un médicament qui fait compte. Il y a des firmes pharmaceutiques internationales qui utilisent et qui investissent énormément d'argent pour trouver la molécule mère, qui en général, on l'appelle par son DCI, dénomination commune internationale. Donc ça a un coût. C'est pour cette raison-là que le premier médicament de principe, c'est un médicament qui coûte cher. Et donc même sa vente sur le marché, il est coûteuse pour une certaine période. En général, on prend un brevet de 10 ans. Après les 10 ans, les autres firmes pharmaceutiques qui n'ont pas investi dans la recherche-développement, ils peuvent prendre le médicament principe, ils connaissent déjà la composition, ils peuvent faire ce qu'on appelle des médicaments génériques. C'est le même principe, mais ce sont des médicaments qui ont le même DCI, mais qui coûtent moins cher. Parce qu'on n'a pas inclus cette notion de développement, de recherche et d'investissement initial. Et donc, c'est pour cette raison-là que vous pouvez vous trouver avec un même médicament après 10 ans de son exploitation, le premier médicament et des médicaments génériques qui sont moins chers. Maintenant, la logique du ministère de la Santé en termes de santé publique, on recommande aux médecins de prescrire les médicaments génériques par rapport aux médicaments de principe.